sent vraiment pas très bien. Oui, en effet, là, vous avez vraiment pas bonne mine. Alors, je vais vous prendre la température. Ah, et je vois que vous avez déjà le thermomètre dans la bouche, donc c'est beaucoup plus pratique. 1,3 degré. Déjà 1,3 degré de fièvre climatique, France. Et c'est pareil pour le monde entier. 1,3 degré d'augmentation de la température. Alors, le problème, c'est que 1,3 degré, quelle température il fait ici? Est-ce qu'il fait 15, 16, 18, 22? À 1 ou 2 degrés, on ne sait pas. Et donc, nous autres, médecins du climat, on considère que 1,3 degré, quand on pense à notre fièvre, et quand on a 1,3 degré d'augmentation, c'est qu'on a 38,3. Donc c'est déjà un début de fièvre. C'est déjà un début de fièvre, France. Alors, je vais... Et après, si ça montait Eh oui, alors si ça monte. En effet, nous autres médecins du climat, on s'est réunis à Paris, et on a décidé, il faut éviter d'augmenter d'atteindre les 1,5. Ça ferait déjà 38,5. Et au pire, ne pas dépasser 2 degrés, 39. 39, il serait beaucoup moins fraîche là. Si la température continue d'augmenter, par exemple de 4 degrés, ça fait 41. Et le corps humain, 41, ben, si on ne baisse pas la température, c'est la mort. Alors pour les sociétés, comment ça va se passer? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des épidémies, des famines, stop, hein. des guerres civiles? Stop. Hein, moi, j'ai pas besoin qu'on soit anxiogène comme ça avec moi. J'aimerais bien qu'on soit un peu dans le soin, hein, dans l'attention et non pas dans la peur. Vous avez raison, France. Vous avez raison. On n'en est qu'à 38,3. Et je vais vous examiner. Et on va commencer ici. Ah ben, j'entends bien sûr beaucoup de glouglou. Hein, ce sont les glaciers, ce sont vos glaciers des Alpes, France, qui fondent. Parce que c'est 1,3 degré, les glaciers des Alpes, comme tous les glaciers du monde, sont dehors jour et nuit. Et eux ressentent très bien une augmentation de température qui nous paraît anodine. Et à côté, et près de chez nous, les Pyrénées qui fondent aussi et qui sont en train de disparaître, les glaciers. Le problème, c'est que tous les glaciers du monde fondent, France. Ce n'est pas que chez nous. Et en particulier, les glaciers des pôles. Et donc, toute cette glace qui fond, toute cette eau, où est-ce qu'elle va? Elle va dans l'océan. Et l'océan commence à monter. Et donc, normalement, on devrait voir... Ah bien oui, ici, on voit les phénomènes de submersion marine. Très important, là, marqué ici sur la carte, en Bretagne. Donc, il faudrait que ce soit un médecin breton qui commente ce qui se passe concrètement là-bas. Moi, je suis de Bordeaux, et ça se passe aussi à Bordeaux, la submersion marine. Et ici, j'essaie d'écouter. Non, je n'entends rien. Ici, c'est à Soulac. J'ai essayé d'écouter l'écho du bâtiment du Signal. Vous vous souvenez de ce bâtiment qui était menacé par la montée de la mer? Parce qu'une mer qui monte, c'est une mer qui avance. Et il n'y a plus d'écho. Ce bâtiment a été rasé. Et là, et un peu là, ici aussi, si j'appuie ici... Non. Aïe. Ah, c'est toujours très douloureux. C'est... Ici, c'est la Faute-sur-Mer. Vous vous souvenez de la tempête Xynthia, c'était en 2011, qui a fait monter le niveau de la mer. Et ça s'est passé la nuit, et donc la mer est passée sous les digues. À certains endroits, elle a cassé les digues, et l'eau est rentrée dans des pavillons, et les gens ont été pris la nuit, et ne pouvaient pas s'échapper. 50 morts. C'est ça aussi, les submersions marines. Alors, autre conséquence de la fièvre climatique, je vois ici dans le nord, des événements climatiques extrêmes. Donc là, c'est une succession de périodes de pluie très soutenues qui ont fait que les habitations étaient régulièrement inondées. On en a beaucoup parlé à la télévision et à la radio aussi, France. Hein, Inter, vous connaissez. Hein. Alors, autre événement climatique extrême signalé ici, c'est la tempête Alex, qui est passée en octobre 2020 dans le haut pays niçois. Et là, il est tombé en 24 heures 500 mm de pluie. Donc ça s'est traduit par des coulées de boue dans toute la vallée de la Roya et de la Vésubie et des destructions incroyables. Plus de 500 bâtiments et ouvrages d'art ont été complètement détruits
ou très gravement endommagés. Et en plus, il y a eu 19 morts ou disparus. La fièvre climatique de 1,3, elle aime aussi les contrastes. Parce que dans cette même région, après les inondations, ce qui est caractéristique, ce sont les sécheresses. Un manque d'eau récurrent, de plus en plus sensible, année après année. Et en ce moment, on parle beaucoup, en particulier ici, Pyrénées-Atlantiques, qui sont en état de sécheresse extrême. Pyrénées-Orientales. Non, vous avez raison, France. Ce sont les Pyrénées-Orientales ici. Et là, dans l'Hérault, on a mesuré la température la plus haute jamais mesurée en France. C'était en juin 2019, 46 degrés Celsius. Et ce sont des conditions qu'on a retrouvées pour ces feux, là, dans la région de Bordeaux, qui ont eu lieu en juillet 2022. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici s'en souviennent. Donc, une canicule très forte et brusquement, 2 feux qui se déclarent à la Teste et à l'Andiras. Ces feux, rapidement, on les a appelés des méga-feux parce que les pompiers ne pouvaient pas les arrêter. Et ce n'est qu'au bout de quelques semaines, quand la canicule a diminué d'intensité et que la température a baissé, que les pompiers ont pu fixer ces feux. Et au résultat, France, ces feux, c'est 300 km² de brûlure. Je pense que vous vous en souvenez encore. Parce que si j'appuie là... Non, on ne touche pas, c'est pas cicatrisé du tout. Voilà, donc ça c'est le tableau climatique de la France avec ce 1,3 degré en plus, ce petit machin en plus. C'est un tableau climatique qui est quand même assez rempli et assez inquiétant. Et donc moi, France, j'ai une question à vous poser. C'est qui votre médecin traitant? Alors, mon médecin traitant, c'est un certain monsieur Claude Allègre. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Ouais, mais là, vraiment, vous avez choisi le pire. Hein, parce que ce monsieur, il s'y connaissait peut-être un peu en géologie et en mammouth, mais en climat, il était uniquement dans le déni. Le déni du réchauffement, de la fièvre climatique, et même le déni de ce qu'il y a écrit sur un thermomètre. Pour le climat, pour la fièvre climatique, il faut écouter les médecins du climat. Et les médecins du climat vous disent une seule chose. Votre problème, France, ce sont vos gaz. Vos gaz à effet de serre. Alors, le principal, c'est le CO2. C'est votre CO2 qui est produit par la combustion des carburants fossiles. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Pour faire de l'énergie, pour déplacer les voitures, etc. Et pour faire du chauffage. Le deuxième gaz, qui est préoccupant pour vous, France, c'est votre gaz, c'est votre méthane. Ce méthane, il est produit par votre agriculture et les élevages bovins. Et vous avez d'autres gaz à effet de serre, mais leur impact est moins important. Il faudra quand même s'en occuper. Alors, tous vos gaz, ils ont les caractéristiques suivantes. Ils ne puent pas, ils ne pètent pas, ils ne se voient pas. Mais pourtant, ce sont eux, et uniquement eux, qui causent la fièvre climatique que nous voyons là. Et là, j'ai une question pour vous, France. Qu'est-ce que vous fabriquez dans cet aéroport? Eh ben, justement, comme je n'allais pas très fort, hein, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais peut-être aller faire un petit tour à Cancun. Au Mexique, il y a une super plage de sable fin avec des hôtels pas chers. Ça va me rebooster. France, vous êtes incorrigible. Quand on a la fièvre climatique, la dernière chose à faire, c'est prendre l'avion. Votre avion pour Cancun, c'est ça Cancun, quand il va décoller, la moitié de son poids, pratiquement la moitié de son poids, c'est le kérosène dont il a besoin pour faire le voyage. Ça représente quelque chose comme 150 mètres cubes de kérosène. Une piscine de kérosène. Ces avions, en moyenne, utilisent par passager aux 100 km, c'est 3 litres au 100. Mais là, on ne compte pas tout pour le climat. Parce que les avions, ils font des traînées dans les ciels. Et ces traînées, c'est de la vapeur d'eau
Et la vapeur d'eau, à cette altitude, c'est un gaz à effet de serre très puissant. L'ADEME, un organisme de chez vous, France, dit que cet effet de serre, c'est le même que celui du kérosène. Donc, chaque passager, pour le climat, aux 100 km, c'est 6 litres. 6 litres au 100. Soit la consommation d'une voiture moyenne. Et de sorte que quand on voit la traînée d'un avion dans le ciel, et qu'on pense qu'il y a 200 personnes dans cette voiture, c'est comme si on voyait 200 méganes à la queue leu-leu qui font le voyage. Et ça, France, c'est ça l'impact climatique de l'avion. Important, non? Alors là, moi, je suis étonnée quand même, hein, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'était que 1%. Et puis, en plus de ça, moi, je ne le prends pas souvent, l'avion. Je le prends 3 ou 4 fois par an, quoi. Pas plus. Oui, pas Mais plus. c'est énorme. Donc non, mais c'est négligeable, 1%. Et en plus de ça, je peux compenser en donnant quelques euros pour planter des arbres. Alors, Voilà. Donc ça, France, 1%, ce chiffre, c'est un bobard qui est fait pour des crédules comme vous, France. Excusez-moi de vous le dire si directement. Toutes ces piscines de kérosène qu'on voit dans le ciel, bien sûr qu'elles ont un impact très important pour le climat. Et pour se le confirmer, il suffit, France, de regarder une publication de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, très connue dans cet aéroport. Eh bien, dans les rapports de la DGAC, on trouve très facilement le fait que le transport aérien français représente 7% des émissions de gaz à effet de serre de la France, de toutes les émissions. Simplement, dans le chiffre de la DGAC, ils ne prennent pas ce que disent l'ADEME, ils oublient de multiplier par 2, ils ne prennent pas en compte les traînées. On se demande pourquoi. Donc le vrai chiffre, c'est 14%. 1%, 14%, c'est pas du tout pareil. Est-ce que ça vous fait changer d'avis, France? Oui, ça me fait changer d'avis. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que je me dis que mon aérophagie, finalement, elle a... problème de gaz. Ben oui, mon problème de gaz a beaucoup à voir avec l'aéronautique. C'est une bonne blague. Le public. Hein? Bon, ben je vois que le moral remonte, France. Vous êtes sur la voie du rétablissement. Mais pour rester sérieux, ce que nous apprend cette fièvre climatique, c'est qu'on vit dans un monde qui a des limites. Et dans ce monde contraint, l'aviation a 3 défauts majeurs. Le premier, c'est que c'est la médaille d'or des émissions de CO2. La seule activité humaine qui pourrait lui tenir tête, c'est le tourisme spatial. Et heureusement, pour l'instant, c'est limité à 2 vols, et on espère que ça sera définitivement interdit. Deuxième point pour l'aviation, c'est injuste. Les gens qui utilisent l'avion, c'est des gens qui ont les moyens. La très grande majorité des 7 milliards d'humains ne montera jamais dans un avion. Et parmi les utilisateurs, et d'ailleurs la moitié des émissions des avions sont si importantes, elle est de la responsabilité de seulement 1% de la population mondiale. Donc ce qui est une preuve d'injustice incroyable. Et enfin, c'est futile. Pourquoi? Parce que le transport aérien, la moitié du transport aérien, c'est pour le tourisme. Alors, est-ce qu'on est obligé, France, de bousiller votre climat pour réussir ces vacances? Alors, pour toutes ces raisons, l'ordonnance que je rédige, la première mesure, c'est le plafonnement du trafic aérien. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui à Bordeaux avec les associations qui sont présentes et dans 20 autres aéroports de France. Et nous allons être reçus après-demain par le ministre des Transports. Et je remercie tout le monde d'être venu. Et France... Bon, moi je vais abandonner mon histoire de Cancun, hein. Je pense que c'est quand même un voyage un peu stupide. Donc je vais plutôt essayer de faire une semaine de vélo à Cancun, dans le Lot-et-Garonne. Hein. Yes. Et vous allez m'accompagner, docteur. France, je ne rêvais pas. Merci. Et on vous remercie tous d'être présents.